Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vous propose que l'on démarre et bienvenue dans notre webinaire sur les petits agrumes et comment cultiver les petits agrumes dans un contexte de réchauffement climatique. Donc, on a la chance d'accueillir aujourd'hui Adrien Strutinski et Jean-Noël Falcou qui vont nous parler des petits agrumes et de leur culture dans un contexte de changement climatique. On est un peu plus de 247 inscrits aujourd'hui. Donc on va commencer doucement le temps que tout le monde se connecte. Avant de démarrer, quelques petites règles. Donc nous sommes aujourd'hui en mode webinaire, donc vos micros sont coupés, mais vous avez la possibilité de poser quelques questions par écrit dans la rubrique Q&R qui est en bas de votre écran. On vous demande de limiter le nombre de questions pour que nous puissions tenter d'apporter des réponses à tout le monde. Certaines réponses pourront être apportées au fur et à mesure des présentations, donc n'hésitez pas à les poser au fil de l'eau. Et certaines réponses seront apportées dans un second temps à la fin des deux interventions à la fin de notre webinaire. Vous avez également un onglet Discuter en bas de votre écran qui vous permet de faire remonter d'éventuels problèmes techniques ou vous adresser uniquement aux intervenants. Ne posez pas vos questions dans cet onglet-là, passez-les bien dans l'onglet Q&R. Le webinaire est enregistré et le replay sera disponible et envoyé par email à l'issue de cet événement. Donc, ce webinaire est organisé par Solagro dans le cadre de notre projet OSAE. Solagro, c'est une entreprise associative qui, depuis 40 ans, place son expertise au service des transitions énergétiques, climatiques, agroécologiques et alimentaires. Solagro, c'est une équipe pluridisciplinaire, donc d'une cinquantaine d'ingénieurs, énergéticiens, agronomes, sociologues, qui abordent de manière systémique les défis qui pèsent sur le vivant et sur l'environnement, dans une vision de long terme. Les activités de Solagro sont organisées sous une diversité de thématiques, parmi lesquelles notamment le développement de l'agroécologie et de la prise en compte de la biodiversité dans les fermes qui nous intéressent aujourd'hui. Donc, si vous souhaitez en savoir plus sur nos activités ou adhérer à l'association, vous avez le petit QR code en bas de l'écran ici. Vous pouvez simplement aller sur solagro.org. Osae, Oser l'agroécologie, donc c'est un projet porté par Solagro qui a été initié en 2008 et qui vise à faire connaître les savoir-faire d'agriculteurs et d'agricultrices qui sont engagés en agroécologie. Donc le site web s'appuie sur des exemples concrets et diversifiés d'exploitation et de pratiques agroécologiques. Donc au total, c'est plus de 50 témoignages de fermes très diversifiées, de systèmes très différents qui retracent un peu leur parcours, leur système, leurs pratiques et leurs conseils pour enclencher ces changements. Donc vous pouvez retrouver tout sur notre site internet oser-agroécologie.org et vous y retrouvez notamment des témoignages, des ressources techniques, vous pouvez également vous inscrire à notre newsletter pour ne rien manquer des actualités. Osae propose aussi des webinaires, donc comme aujourd'hui, des formations, des rencontres techniques sur le terrain, dont notamment la quinzaine de l'agroécologie qui aura lieu en début 2025 pour la prochaine édition. Donc les objectifs d'Osae, c'est notamment de faciliter la diffusion de savoir et de savoir-faire en agroécologie, de valoriser les démarches et les changements de pratiques en agriculture, et de diffuser librement, gratuitement des connaissances techniques et scientifiques, et d'objectiver les performances agro-environnementales et économiques et de pouvoir les suivre dans le temps. Donc de voir comment ces fermes que l'on suit évoluent. Chaque témoignage met en avant des pratiques qui sont décrites de manière détaillée et technique et qui permettent d'approfondir leur mise en œuvre. Et donc aujourd'hui, la thématique, c'est le changement climatique, qui est un sujet de plus en plus prégnant aujourd'hui et qui touche tous les systèmes de production, dont les petits agrumes qui sont le sujet de notre webinaire aujourd'hui. Donc, on a la chance d'accueillir Adrien Strutinski et Jean-Noël Falcou qui vont nous parler de ces cultures de petits agrumes. Donc, pendant deux interventions d'une quinzaine de minutes chacun, et ensuite on aura un temps de réponse à la fin. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure. Et je laisse tout de suite la parole à Adrien. Merci.
Bonjour à tous. Donc effectivement, je m'appelle Adrien Stransky, je suis donc producteur d'agrumes et de fleurs d'oranger à Valoris sur la Côte d'Azur. Donc où historiquement donc Valoris fait partie en fait des microclimats qui sont propices aux agrumes et donc Valoris, je ne sais pas si tout le monde est au courant, mais ça a été pendant un petit moment il y a quelques dizaines d'années la capitale mondiale de la fleur d'oranger. Et donc là, moi, je travaille dans un secteur là, donc à Valoris, où tout autour du verger, il y a beaucoup d'anciennes parcelles agricoles où était cultivée la fleur d'oranger spécifiquement. Et, et donc le microclimat, il est aussi lié, enfin, à une certaine exposition. Alors il y a certains vergers à Valoris qui sont exposés plein nord avec des citronniers où ça se passe très bien, mais faut être honnête, hein, c'est quand même les vergers exposés sud-est où on a la meilleure exposition et ce qui est vraiment le mieux pour les agrumes. Et donc, une dernière chose là sur l'environnement, c'est que ce qui fait une des spécificités de Valoris, c'est aussi que, donc avec plusieurs communes hein, de la Côte d'Azur, mais c'est que du coup, nous, on a des températures qui vont rarement en dessous de zéro. On a eu une fois 0 degré l'année dernière et ça faisait 15 ans que c'était pas arrivé. Et on va dire les conditions climatiques sont vraiment clémentes parce que bon, les agrumes, voilà, on en reparlera, mais c'est quand même des arbres qui ont besoin d'une certaine chaleur et qui craignent le froid. C'est possible de passer à la prochaine slide. Donc, me concernant, moi, je suis installé en tant qu'agriculteur depuis 2020 à Valoris, mais j'ai repris la gestion du verger des Bas-Brusquets, donc c'est le verger principal que j'ai en fermage actuellement. J'ai repris en 2021, donc les propriétaires partaient à la retraite à ce moment-là. Et donc c'est un verger qui est constitué environ de 200 arbres sur 2700 mètres carrés. Donc pour ceux qui connaissent un peu l'arboriculture, c'est quand même une densité qui est assez, on va dire, qui est assez élevée, hein. Je crois qu'on est plus proche du 700, 800 arbres hectares. Mais en gros, c'est quelque chose dont nous, en fait, on est habitué à Valoris et en fait, c'est un peu la topographie. En fait, on a beaucoup de vergers, ce qu'on appelle en restanque, qui sont des pierres sèches et qui permettent aussi d'avoir des terrains qui peuvent être cultivés sur des collines. Mais la contrepartie, c'est que du coup, on n'a pas beaucoup de place. Donc, c'est ce qui fait qu'on a cette densité de plantation. Et donc, en parallèle de ça, parce que du coup, 2700 mètres carrés, c'est vraiment pas, ça fait pas beaucoup donc pour pouvoir en vivre. Donc à côté de ça, je le disais en préambule, je suis aussi producteur de fleurs d'oranger et donc c'est avec Jean-Noël que en fait on cueille et on distille de la fleur d'oranger à Valoris, hein, qui est une des cultures historiques, donc le bigaradier. Donc là j'ai une petite parcelle avec une trentaine d'arbres, mais je vais aussi pas mal récolter chez des particuliers. Donc chez qui c'est compliqué pour avoir un bail de fermage, mais qui nous laisse récolter les fleurs pour pouvoir après ensuite les distiller parce que c'est une culture souvent que faisait leur famille et qu'eux, ils peuvent plus faire maintenant. Et ensuite, on est en train, pareil, toujours avec Jean-Noël, de développer un atelier, enfin, moi personnellement, sur des terrains qui seront juxtaposés aux siens, sur une autre commune, donc un atelier en maraîchage et en rose pour faire de l'eau de rose. Et aussi, dans les dernières nouveautés, là, c'est depuis le mois d'octobre, j'ai repris un verger en fermage sur la commune de Saint-Laurent-du-Var avec 400 citronniers. Donc là, qui va me permettre, en fait, moi, vraiment de sécuriser mon installation. Voilà. Et donc, ensuite, pour le verger des bas brusquets, donc c'est un verger qui a été implanté donc en deux temps et qui sont liés en fait aux conditions climatiques qui a eu lieu en fait des accidents climatiques qui ont eu lieu en fait en 86-87. Il y a eu deux gels successifs qui ont en fait obligé les propriétaires qui étaient à l'époque qui cultivaient ces parcelles en fait de devoir arracher tous les arbres qui avaient gelé euh, à cette époque. Et donc dans un premier temps, donc il y a déjà une quarantaine d'arbres qui ont été replantés donc sur la partie haute du verger et donc là qui est plutôt la partie
que les propriétaires ont gardé et qui est en dehors du fermage que j'ai actuellement. Et ensuite, donc, il y a eu la deuxième phase, et donc en 88, donc c'est là où le verger, en fait, le propriétaire s'était rapproché donc de l'INRA de Corse et d'une société privée pour faire de ce verger un verger expérimental, vu qu'il y avait un peu de place pour pouvoir replanter des agrumes, et comme il avait le projet de replanter des agrumes et de les cultiver. Et donc c'est à ce moment-là donc qu'ont été plantés les 200 arbres dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc, on rentrera un peu dans le détail sur les espèces cultivées, mais donc c'est plutôt très diversifié, vu que le but c'était d'expérimenter des associations, notamment porte-greffe et greffons et variétés un peu particulières, et donc de le faire sur différents types d'agrumes, donc le plus possible, donc avec des clémentiniers, des mandariniers, des orangers, des limetiers. Alors les limetiers, on n'en parlera pas aujourd'hui, donc c'est les citrons verts, en fait, il y en a plus que un ou deux sur la partie donc qui fait pas partie de mon fermage, mais sur toute la partie expérimentation avec l'INRA, les limetiers n'ont pas réussi à tenir le coup avec les conditions du terrain. Et donc ensuite des citronniers, des tangélos, des pomelos, plusieurs variétés de kumquat et des tangors. Donc voilà, donc ça permet en fait, enfin là, eux, il y avait une dimension commerciale, hein, vraiment, c'était plutôt des fruits à manger qui étaient visés pour l'étude, et du coup, il n'y avait pas trop pas trop, enfin du coup, il n'y a pas du tout de bigaradier, de fleurs d'oranger qui était la culture historique. Donc là, sur ce verger, il y en a pas ou presque pas. Et donc, pareil, pour parler un peu de l'étude, théoriquement, le verger est assez, on va dire, entre guillemets, assez peu propice pour un terrain à Valoris pour la culture des agrumes, parce qu'on est sur un sol qui est très calcaire, qui est dans un creux de vallon, donc qui est plutôt plus froid que la plupart des terrains qui ont la même exposition dans le même quartier. Et, euh, et aussi, donc c'était très argileux avec un sol plutôt lourd. Donc a priori, on va dire c'est tout ce qui n'est pas recommandé par l'INRA de Corse pour planter des agrumes. Et donc bah, là, c'était un moyen de faire des tests sur notamment les associations porte-greffe et variétés. Et donc bah, je pense on peut passer à la suite. Et donc ouais, donc pour parler un peu plus des différentes variétés. Donc là, vous avez sur la droite du slide donc le plan du verger, donc qui est composé là environ de cette restanque. Et donc on voit donc sur la partie basse une grande restanque en fait qui est la partie où il y a le plus d'orangers. Donc sur les 200 arbres, il y a environ une cinquantaine, enfin même une soixantaine d'orangers, donc qui sont pratiquement tous plantés sur cette parcelle-là. Ensuite, au-dessus, on voit là les variétés c'est les clémentiniers. Donc, c'est pareil, au niveau des variétés, c'est plutôt assez unique. Alors, peut-être pour revenir quand même sur les orangers, il y a une dizaine de variétés, mais on va dire que c'est pas très étonnant pour les orangers, parce que les orangers, il y a plein de familles. Donc, dans les familles qui sont plantées sur cette restanque, il y a la fameuse famille des oranges Navel, avec les oranges de table. Il y a quatre variétés d'oranges Navel qui sont plantées dessus. Ensuite, il y a aussi donc des oranges blondes. Alors, les oranges blondes, une des variétés qui est la plus cultivée en Espagne et qui est présente sur le verger, ça s'appelle Salustiana, qui est très productive, qui a des très beaux fruits, malgré, on va dire, des conditions climatiques, on va dire, avec un stress hydrique important. C'est des arbres qui sont plutôt très productifs. Après, dans les autres familles qu'on retrouve aussi sur le verger, il y a, il y a donc les oranges sanguines. Donc j'ai deux variétés, donc la variété Moro et la variété, enfin, après il y a aussi et la variété Taroko, qui sont les deux principales qui sont plantées en orange sanguine. Et après, une plus anecdotique de famille qui est la variété des ultra douces, donc avec des oranges qui sont sans acidité. Et donc là, voilà, il y a quelques arbres là-dessus. Donc pour revenir sur les clémentiniers, donc ensuite c'est pareil. Donc là, clémentinier, ce qui est assez original sur ce verger,
c'est qu'il y a environ une dizaine de variétés de clémentiniers, là où la plupart des producteurs en Corse, je pense, n'en ont pas plus de 5, mais là, le but, c'était l'expérimentation. Donc, avec des variétés plutôt un peu espagnoles, pareil aussi, qui font des gros calibres très productifs, mais qui sont un peu moins goûtus que la variété commune et des variétés corses qui ont été développées par l'INRA de Corse ces dernières années. Euh, Ensuite, donc pareil, donc là sur les restants qu'au-dessus, donc là c'est un peu plus mélangé. Il y a du pomelo jaune, pomelo rose, peu de variétés, mais il y en a une quinzaine. Il y a aussi pas mal enfin il y a 3 variétés de kumquat. Bon, pareil, c'était une expérimentation. Les kumquats, suivant la variété, se sont plus ou moins bien adaptés sur le terrain. Donc Fukushu, Nagami et Marumi, qui sont les trois variétés du verger. Et ensuite, un peu des agrumes qu'on connaît moins. Donc, il y a des tangelo, qui sont hybrides de mandarine et de pomelo. Et donc là, on a 3 variétés qui sont en fait plutôt assez différentes, euh, mais qui font partie de la grande famille des tangelo, qui peuvent être intéressantes, même si comme c'est des fruits qu'on connaît pas trop, c'est, on va dire, dans un but de commercialisation, c'est un peu plus difficile à vendre. Et ensuite, les 2 dernières restantes au-dessus, c'est donc des citronniers, donc avec la grande famille des citronniers 4 saisons. Donc là, il y a 5 variétés. Et ensuite, il y a 6 arbres qui sont des citronniers Meyer, donc des citronniers qui sont un peu plus précoces que les citronniers 4 saisons, qui arrivent là, ils sont en train d'arriver à maturité là en ce moment, novembre-décembre, les citronniers Meyer. Et par contre, du coup, ils sont un peu différents. Et un des avantages des citron meilleurs, c'est qu'ils résistent un peu mieux au froid. Après, voilà, on n'a pas la même arôme au niveau du zeste que les citronniers 4 saisons, mais ça y ressemble. Du coup, donc voilà, c'est bon pour les variétés. Et donc après, pour tout ce qui est pratique sur le verger, donc la fertilisation. Donc là, on a parlé surtout du compost, hein, c'est ce qui est, en fait, c'est ce qui a été le plus fait il y a là ces 20 dernières années. Donc avec du compost qui a été épandu en fait tous les ans sur le verger, mais en fait il y a qu'un tiers du verger qui est fait chaque année. Ça représente pas mal de temps vu qu'on n'est pas mécanisé, tout est fait à la main. Euh, et du coup, donc à une époque, il y a eu une expérimentation par les propriétaires, les anciens cultivateurs, en fait, de mettre uniquement du BRF, mais ils se sont rendus compte que c'était pas très, on va dire, ils ont constaté qu'il y avait quelques carences au niveau des arbres, hein, notamment le fait que les agrumes sont très, très consommateurs d'azote, et donc le BRF consommait aussi de l'azote, donc il y avait une certaine concurrence, ce qui les a en fait euh, bah, fait évoluer vers une autre pratique, donc qui est de faire composter donc tous les déchets de taille du verger en mélangeant avec du fumier de cheval, et voilà, en laissant composter. Après, on étale ça sur le verger, en sachant que là, je fais aussi des analyses foliaires tous les ans. Et là, cette année, c'était la première année où je mettais de l'engrais azoté, donc de l'engrais organique en bouchon, pour compenser en fait une carence qu'on a identifiée sur les, euh, sur les analyses foliaires. Mais du coup, le but là-dessus, c'était quand même d'essayer d'avoir un sol le plus vivant possible, et c'est ce qui se passe actuellement. Et donc, les agrumes qui sont des fruits, enfin des arbres qui aiment beaucoup qui consomment aussi beaucoup de potasse. En fait, avec le fumier, on n'a pas besoin d'ajouter de potasse de manière organique, grâce à cet apport qui a été fait régulièrement depuis plus de 20 ans. Donc, voilà sur la fertilisation. Ensuite, au niveau des adventices, Euh, comme je disais, donc le verger est pas mécanisable, donc en fait on est obligé donc de tout est débroussaillé en fait, enfin, tout est fait avec une débroussailleuse. Il n'y a pas de travail de sol du tout. Le sol est, de toute façon, il y a aucune machine qui peut rentrer pour le faire. À une époque, donc le- l'agriculteur qui s'en occupait il y a 50 ans, lui, il retournait le sol, il travaillait le sol au pied des arbres, mais du coup, là, nous, c'est une pratique qu'on a arrêtée et sur laquelle on pourrait difficilement revenir parce que maintenant, le système racinaire des arbres est beaucoup s'est rapproché du sol. Et donc, on abîmerait vraiment le système racinaire si on recommençait à travailler le sol. Et donc, de manière anecdotique, on passe un peu de grelinette, c'est surtout sur les endroits qu'on voit où c'est tassé, ou par exemple où on identifie que
que certaines plantes comme le rumex sont présentes, qui montrent qu'il y a un certain tassement. Donc, on fait ça de temps en temps, mais c'est vraiment de manière très, très sélective et très anecdotique. Donc, voilà pour le travail du sol. Euh, Ensuite, donc pour les auxiliaires et la lutte contre les ravageurs qu'on peut avoir au verger, en fait, donc le propriétaire, lui, a toujours été apiculteur, donc il y a toujours eu des ruches au milieu du verger. Alors, nous, à cause de la pression du frelon asiatique, on est obligé de les transhumer, donc elles sont pas là une partie de l'année, mais là, à partir de l'hiver, elles vont être là, en gros, à peu près jusqu'au mois de mai, donc la période qui est assez importante pour nous pour la floraison. Il y a une réelle biodiversité sur le verger qui est, on va dire, qui est assez exceptionnelle, parce que donc le verger n'a pas du tout été traité depuis qu'il a été planté en 88. Donc il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'auxiliaires, et notamment des maladies qu'on peut avoir sur les agrumes, hein, qui sont la présence de cochenilles ou ce genre de choses. Là, en fait, on a la chance d'avoir c'est des seuls vergers ou des lâchers d'auxiliaires qui ont été faits par l'INRA dans le secteur, en fait, ont porté ses fruits. Notamment, je crois que c'est sur la cochenille asiatique. Et après, pareil, on a des parasitoïdes d'autres cochenilles qui sont aussi présents et qui permettent de réguler tout seul les cochenilles. Et ensuite, pareil, on peut avoir aussi à des moments des problèmes de pucerons. Et là, c'est pareil, il y a beaucoup, beaucoup de coccinelles. Et ce qui fait que, en gros, en 15 jours, quand on a les poussées d'attaque de pucerons, en 15 jours, les coccinelles ont permis de réguler les populations. Et donc ensuite, le dernier ravageur sur lequel qui nous pose plus de problèmes, donc c'est la mouche méditerranéenne des fruits qui s'appelle Ceratitis capitata. Et donc là, en fait, elle attaque à peu près tous les agrumes. Alors il y en a plus ou moins, mais donc notamment les clémentiniers. Et donc là, on a beaucoup d'attaques. Et donc là, on utilise des pièges à phéromones qui sont très sélectifs, hein, sur cette mouche et qui nous permettent en fait de réduire les populations en mettant vraiment sur les extrémités du verger, comme le verger est petit et que je suis l'un des seuls agriculteurs du, enfin, du quartier. En gros, pour éviter d'appâter toutes les cératites, je mets vraiment que sur les extrémités et ça permet de réduire les populations, même si en gros, c'est ce qui fait vraiment le plus de dégâts sur le verger. Et donc, c'est le seul produit phytosanitaire qu'on a sur le verger. Donc, c'est tout pour les auxiliaires. Et ensuite, donc sur l'irrigation, donc là, on voit un peu sur la photo. Donc là, il y a un goutte à goutte qui traverse l'arbre, en fait, qui est mis en hauteur. Et donc, c'est ce qui est installé vraiment sur tout le verger. Un système de goutte à goutte avec deux goutteurs par arbre qui nous permet, en fait, pendant les périodes les plus chaudes, hein, parce que du coup, on a un avantage d'avoir très peu de gel l'hiver, mais on a aussi beaucoup de sécheresse, l'été. Et donc, moi, je considère que j'arrose environ entre 4 à 5 mois l'été. Des fois, j'ai lancé les arrosages au mois de janvier ou au mois de février quand on a eu vraiment des années très sèches. Et donc, l'objectif pour les agrumes, c'est de mettre pendant les périodes les plus sèches entre 100 et 150 litres d'eau par arbre. Donc voilà, je fais tourner la nuit le goutte à goutte. Et du coup, le fait d'utiliser du goutte à goutte permet de ne pas être concerné la plupart du temps par les arrêtés sécheresse qui ont eu lieu, hein, toutes ces dernières années. Et aussi, pareil, on a un des avantages de Valoris, on a un lac qui permet d'alimenter en fait nous notre commune avec d'autres communes qui se rechargent l'hiver. Et malgré toutes les sécheresses qu'il y a eu là ces 2, 3 dernières années qui ont été assez violentes, nous on n'a pas eu d'arrêté restrictif sur l'eau. Et donc, ça a permis en fait d'arroser normalement au goutte à goutte sur cette période-là. Voilà. Et ben, donc après, pour finir, vis-à-vis du changement climatique, voilà, nous, ce qui pour nous a du sens, hein, c'est vraiment d'arroser, même si les agrumes sont très gourmands en eau, d'arroser de façon très localisée et on va dire avec l'un des systèmes qui est les plus économes en eau. Euh, Aussi, grâce à l'apport de compost, on arrive à améliorer vraiment la fertilité du sol pour qu'il y ait notamment une meilleure rétention en eau, mais aussi pour que enfin, notre sol se porte bien pour les arbres. Et ça, on pense que c'est vraiment quelque chose de très important sur le verger.
Et ensuite, en plus, donc pour les auxiliaires, ce dont on n'a pas parlé, et aussi pour une des problématiques sur les agrumes, c'est que les agrumes détestent le vent. Donc, il y a un seul endroit au verger, on a très peu de vent quand même à Valoris, mais un seul endroit où il y a un peu de vent. Donc, il y a une haie couvent qui a été mise donc, en place par le propriétaire et qui est assez diversifiée et qui permet de bah, voilà, encore protéger les arbres et accueillir plus de biodiversité. Et ben voilà, pour moi, c'est tout. Et donc, bah, je reste disponible si vous avez des questions après pour la suite. Merci beaucoup, Adrien, pour ton intervention. Il y a pas mal de petites questions, donc on pourra y répondre à la suite de l'intervention de Jean-Noël. Donc, Jean-Noël Falcou, je te laisse la parole. Bonjour à toutes et tous. Donc moi, je suis paysan bio, agrumiculteur, distillateur depuis une vingtaine d'années. Je m'occupe des filières agricoles de Jean Gazinière Groupe Mule, donc un producteur transformateur du pays grassois, avec lequel on fait notamment de la fleur d'oranger, du bigaradier. Et j'interviens sur pas mal de questions agrumicoles à travers mes différentes casquettes, et je ne vais pas toutes les lister. Mais ce qui m'a conduit aussi à publier il y a l'année dernière un livre qui s'appelle Cultiver des agrumes bio, justement sur la culture des agrumes avec les pratiques agroécologiques qui nous intéressent aujourd'hui. Très rapidement, qu'est-ce qu'un agrume? C'est un fruit avec une écorce huileuse qui est divisé en quartiers et qui est composé de poils succulents, les petites sacoches à jus. Ce qui est important de bien comprendre, c'est que c'est une famille extrêmement large et extrêmement diverse. On parle de 6 genres différents. Alors, on connaît surtout le genre citrus, hein, qui regroupe la plupart des espèces cultivées. Mais on en a d'autres, hein. Il y a Fortunella, notamment avec les Kumquat, qu'on connaît bien, les micro-citrus avec notamment les citrons caviar et d'autres, plus ou moins connus. Là, sur le slide, ce que vous voyez, c'est un arbre généalogique là, de la famille Citrus, donc avec les 4 espèces ancestrales, pamplemousse, mandarine, cédra et papeda, qui, à force d'hybridation naturelle, de mutation et de croisement, ont donné naissance à des milliers de variétés différentes. Donc, avec des différences de taille, de goût, de forme, de couleur, et aussi avec des caractéristiques botaniques qui sont différentes d'une variété à l'autre et d'une espèce à l'autre. Ce qui est très important de rappeler, c'est d'où viennent les agrumes. C'est-à-dire que c'est un arbre qui vient des contreforts de l'Himalaya, donc la région Chine-Inde, qui existe depuis 100 000 ans à peu près, qui est cultivé depuis allez, 4 000 ans environ. Et donc là-bas, c'est un climat qu'on qualifie de subtropical. Et c'est de par leurs voyages successifs, ils sont arrivés en Méditerranée, ils ont été très implantés en Méditerranée, et la Méditerranée est devenue un bassin de diversification secondaire. Mais il n'empêche que les agrumes restent des arbres subtropicaux, donc qui ont des besoins en eau très élevés, qui ont besoin d'une hygrométrie élevée, et c'est pour ça, comme l'a dit Adrien, ils détestent le vent parce que ça fait baisser l'hygrométrie. Donc, ils n'aiment pas le vent, évidemment. C'est des arbres persistants qui ont une grosse prise au vent, donc qui n'aiment pas du tout ça. Ils ont besoin, en général, d'un sol profond. Alors, on va voir qu'avec les différents porte-greffes, on peut jouer là-dessus. Donc, sol profond, c'est-à-dire archi minimum 40 cm. Et s'il y a 60 cm de sol, c'est quand même mieux. Et à partir de 80, on est confort. Et comme l'a dit Adrien aussi, ils ont des besoins en azote notamment qui sont assez élevés. Euh, Très rapidement, le cycle annuel d'un agrume, euh, il démarre au printemps. Il y a une première pousse de printemps jusqu'à la floraison qui intervient fin avril, début mai. Ensuite, la nouaison, c'est-à-dire le petit fruit se fixe, ou pas d'ailleurs, où il y a chute physiologique, hein, mais en général, il se fixe sur l'arbre. Ensuite, on a une pousse d'été, repos végétatif à l'été. À l'automne, on a une petite pousse d'automne, mais surtout un grossissement des fruits. Et ensuite, le mûrissement des fruits, la récolte qui intervient l'hiver avec le repos végétatif de l'arbre l'hiver également. Alors, cette introduction étant faite, puisqu'on parle réchauffement climatique, enfin bouleversement climatique, je préfère dire bouleversement climatique, encore faut-il s'entendre sur ce que c'est que le bouleversement climatique. Parce que justement, quand on dit ça, on pense souvent à un réchauffement, voire un manque d'eau. Mais on va voir en fait que c'est une combinaison de facteurs bien plus complexe que ces deux seuls problèmes.
Sur les températures, on va avoir en effet une hausse du nombre et de l'intensité des canicules. Donc canicule, on parle vraiment de température. On ne parle pas nécessairement de sécheresse. Donc ça provoque des brûlures. Ça peut provoquer aussi un repos végétatif estival qui est plus important, donc une diminution notamment de temps de pousse des agrumes. Ça peut provoquer des chutes physiologiques précoces, donc c'est-à-dire quand on arrive à la nouaison, s'il fait très chaud, c'est un moment où l'arbre peut déjà être en stress et donc il va relarguer des fruits, ça fera une baisse de production. Mais il faut voir aussi que cette hausse du nombre de jours chauds, en dehors de la zone de culture historique des agrumes, donc qui est vraiment le pourtour méditerranéen, ça permet d'ouvrir des nouvelles zones de culture aux agrumes. Donc en France, ça c'est plutôt une bonne nouvelle, puisque à part la Corse, c'est vraiment la petite zone de l'oranger jusqu'à présent, on n'avait pas beaucoup de culture d'agrumes en plein champ en France, et aujourd'hui, l'immense majorité du développement de l'agrumiculture en France se fait dans de nouvelles zones, nouveaux bassins de production. On a aussi une hausse des températures moyennes. Et ça, c'est un sujet à part entière. C'est-à-dire que la clémentine de Corse, par exemple, perd en acidité parce que ce qui va donner, en fait, on dit que les caractères organoleptiques, c'est-à-dire le goût, les caractères des fruits, ils sont accentués par des grandes différences de température et notamment, plus c'est froid, plus on est en limite septentrionale, en fait, comme c'est le cas chez nous, plus les parfums seront exacerbés. Donc c'est pour ça que c'est pas pour rien que la filière fleur d'oranger, elle est au nord de la culture des agrumes, que les filières qualité, que ce soit les citrons italiens, les clémentines de Corse, les cédras, sont plutôt sur les limites justement septentrionales, alors que sous les tropiques, où les agrumes se portent très bien, on a plutôt des agrumes beaucoup plus doux et moins expressifs. Euh, donc c'est encore une fois, cette hausse moyenne, c'est plutôt une opportunité également pour la filière France. Ensuite, il y a les questions d'eau, les sécheresses. Donc les sécheresses, ça provoque évidemment une hausse du stress hydrique. Donc ça, on l'a vu très très fort il y a quelques années, en 2023. Et donc on va avoir des besoins en irrigation qui vont être accrus, alors qu'ils sont déjà très importants sur agrumes, mais là, ils vont être accrus par les sécheresses. Donc on plante forcément des agrumes dans des endroits où on a de l'eau. Et avec le bouleversement climatique, où potentiellement, on n'utilise pas toute l'eau à notre disposition. Et le manque d'eau, ça va fragiliser les arbres, ça va provoquer une baisse de production. Donc évidemment, on évite. Les sécheresses provoquent aussi une baisse de l'hygrométrie. Comme je le disais tout à l'heure, hein, c'est aussi très problématique. Donc, nous, pour compenser ça, pendant les sécheresses, souvent, on bassine même les arbres, ou alors sur certains producteurs, alors pas chez nous, là c'est plutôt en Espagne, hein, ils favorisent l'arrosage par aspersion, justement, pour essayer d'augmenter un petit peu l'hygrométrie. Mais bon, ça a d'autres conséquences, notamment en termes de consommation. Le bouleversement climatique fait aussi qu'il y a une baisse de la disponibilité de l'eau d'irrigation en saison estivale. Donc, c'est les restrictions dont parlait Adrien tout à l'heure. Euh, c'est un vrai sujet auquel il faut se préparer. Voilà, une des réflexions qu'Adrien a avancées, je suis en goutte à goutte, je ne suis pas soumis aux restrictions d'eau estivale. Bon, ben ça, c'est des questions qu'il faut se poser dans beaucoup de territoires dans les années qui viennent. Donc, puisqu'il va y avoir une compétition entre forcément entre les différents usages de l'eau, agricole, domestique, loisirs, économiques, mais aussi entre les différents systèmes d'irrigation qu'on va avoir en agriculture. Certains vont être interdits ou limités. Parallèlement à ça, on a une hausse de la pluviométrie l'hiver notamment, avec le bouleversement climatique. C'est des choses qu'on voit très fort chez nous ces dernières années. On arrive presque sur un régime on dit de mousson, hein, saison sèche, saison des pluies, avec des épisodes cévenols qui sont très 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 importants. Et ça peut poser d'autres problématiques au niveau ben, notamment des maladies cryptogamiques, hein, suivant les porte-greffes qu'on a. Donc il va vraiment falloir réfléchir quel porte-greffe, sur quel sol. Ça peut poser des questions sur la conservation des fruits, sur les périodes de récolte également. Le bouleversement climatique, c'est aussi des événements violents, grêle, de plus en plus, le vent, donc encore une fois, gros problème pour les agrumes.
Ça peut provoquer des casses aussi, hein, très importantes, notamment quand les arbres sont chargés début d'hiver, fin d'automne, quand vous avez des épisodes de vent, ça peut être très problématique. Et principalement grêle et vent. Bon, il y en a plein d'autres, mais on ne va pas tous les lister. Les inondations de plus en plus également. Un autre sujet auquel on pense peu, l'effondrement de la biodiversité. Euh, je vous la fais très courte, je pense que tout le monde est, euh, est au clair là-dessus chez Solagro, mais voilà, contexte d'appauvrissement général de la biodiversité dans les champs, et ce qui fait qu'en fait les équilibres sont complètement bouleversés. Donc on voit beaucoup en ce moment, enfin on voit beaucoup de ravageurs qui se développent d'un coup. Typiquement, nous, la lorotte floconneuse, c'est quelque chose qu'on ne voyait pas trop. Et depuis quelques années, elle profite énormément des chaleurs de fin d'été. Elle se développe de manière très importante, alors que ces parasitoïdes sont de moins en moins présents aussi. Donc cet appauvrissement de la biodiversité, ça va avoir un impact fort en termes de pression sanitaire sur les vergers. Et il y a les ravageurs qu'on connaît, mais il y a aussi tous les nouveaux ravageurs. Donc, on a entendu parler de Xylella fastidiosa là, ces dernières années, qui a provoqué pas mal de problèmes sur agrumes, alors qu'on n'a jamais trouvé Xylella sur agrumes par ailleurs, mais on sait que ça peut potentiellement infester les agrumes. Il y a un énormissime sujet sur le HLB, hein, c'est-à-dire le dragon jaune, une maladie qui décime complètement les vergers, notamment américains, mais aussi asiatiques, donc qui provoque une envolée du prix des jus, notamment. On en entend de plus en plus parler ces derniers temps, mais qui vraiment décime les vergers et pour lesquels on n'a aucune solution. Et aujourd'hui, l'Europe en est exempte, mais on a les vecteurs qui sont présents, c'est-à-dire les psylles, les insectes qui propagent cette maladie sont présents sur le territoire européen. Et donc, toutes les personnes qui suivent de près ce problème ont une énorme inquiétude sur la diffusion notamment du HLB, mais de tous les émergents. Donc là, pour vous dire, hein, la Fredon, par exemple, hein, qui est l'organisme qui suit ces arrivées de nouveaux ravageurs, suit Xylella, le HLB évidemment, suit aussi un aleurode épineux du citronnier, la mouche mexicaine des fruits, la maladie des taches noires des agrumes, la mouche orientale des fruits. Voilà. Beaucoup de nouveaux ravageurs. Et je vous passe les platelmintes et les autres espèces exotiques, ce qui fait dire vraiment, ne faites pas voyager d'agrumes, ne prélevez pas de greffons à droite à gauche et servez-vous auprès des pépinières spécialisées qui, eux, sont rigoureux sur toutes ces questions. C'est un vrai énorme sujet d'intérêt collectif. Et donc, cet effondrement de la biodiversité fait qu'on entre dans une ère de déséquilibre. Alors, on pourrait parler aussi du problème de biodiversité cultivée parce que mais en agrumes, on est déjà, c'est vrai, ça, dans beaucoup de filières, en agrumes, on n'a pas ce problème-là, dans le sens où on a beaucoup de porte-greffes différents qui ont été développés ces dernières années, et où on a un variétal absolument gigantesque, donc on s'appuie pas uniquement sur trois ou quatre variétés. Mais en tout cas, c'est quand même quelque chose à avoir en tête, je pense, quand on conçoit un verger ou une ferme, c'est de diversifier alors les espèces, les types de production, mais même les variétés et les porte-greffes, ça peut avoir un intérêt. Donc voilà, qu'est-ce que le bouleversement climatique? Et donc la question à se poser, c'est quels sont les leviers pour y faire face? Euh, Ce qui est certain, c'est qu'on ne peut pas continuer aujourd'hui comme on a fait des agrumes jusqu'à présent. Donc, c'est-à-dire la monoculture, on arrose à la lance sans trop réfléchir. Et quand on voit un insecte, on passe des produits. On va pas pouvoir continuer pour plein de raisons, mais principalement parce que de l'eau, on va en avoir de moins en moins. Les phytosanitaires, niveau biodiversité, c'est quand même catastrophique. Ils sont de plus en plus interdits, de plus en plus restreints, et c'est une très bonne chose de mon point de vue, et de plus en plus cher. Donc il y a beaucoup de conventionnels même qui arrêtent de faire certains traitements pour des motifs strictement économiques. Et parce que tout ça, ça oblige à avoir pour être rentable économiquement, des grandes exploitations très mécanisées et donc qui dépendent pour beaucoup du pétrole et du coût du pétrole peu cher qu'on a actuellement et qui risque d'augmenter fortement.
Donc, le levier absolu dans les années à venir, c'est l'agroécologie sous toutes ses formes. Donc, on est bien au bon endroit pour en parler. Mais vraiment s'adapter aux fonctionnalités qui sont offertes par l'écosystème plutôt que travailler contre la nature. On va travailler avec, on va travailler et pas contre, et on va travailler à échelle humaine plutôt qu'à échelle pseudo-industrielle. Donc pour ça, il y a plein de leviers différents. Ce que je vous propose, c'est juste de les lister pour que ensuite, je ne rentre pas trop dedans, comme ça on peut peut-être laisser plus de temps aux questions-réponses. Donc le levier numéro un, c'est évidemment soigner les sols. Donc avec des couvertures permanentes, c'est très important. Donc des engrais verts, des composts, de la prairie, ce que vous voulez, mais un enherbement permanent, surtout sur agrumes, qui ont un double système racinaire, dont un système racinaire traçant, donc qui est vraiment à quelques centimètres de la surface du sol. Donc travailler le sol, alors labourer, c'est inenvisageable, mais travailler le sol profondément, c'est blesser les racines et appauvrir les sols. Donc c'est vraiment très problématique sur agrumes. Donc, couverture permanente, on nourrit le sol, mais pas la plante, avec en tête stocker du carbone et limiter le recours aux intrants, exactement ce que vous avez expliqué à Adrien dans ses pratiques en s'appuyant notamment sur le compost. On limite les intrants et les phytos autant que possible, puisqu'on cherche en fait à avoir un équilibre sur le long terme. Et il y a un levier mycorhisation qui est en train d'être réfléchi, d'être travaillé. On sait que la mycorhisation peut vraiment aider l'agriculture dans des contextes contraints, stressants. Donc là, il y a beaucoup de recherches en ce moment et beaucoup de développements qui sont faits autour de ça. Euh, à voir si si ça porte vraiment ses fruits d'ici quelques années, mais en tout cas, c'est un levier intéressant à développer. Et après, moi, je pense qu'il y a un gros sujet sur tout ce qui est développement d'outils agroécologiques pour des fermes de taille moyenne. Euh, Aujourd'hui, on a beaucoup de gros outils, des gros tracteurs, des gros épandeurs, etc. On a en low-tech des petits outils manuels qui sont très bien pensés, mais l'entre-deux, c'est-à-dire le porte-outil qui désherbe sur le rang de manière intercept ou le tout petit épandeur à compost sur chenille, ça, c'est des choses qu'on n'a pas encore et auxquelles il est intéressant de réfléchir. Sur les questions de biodiversité, euh, les haies, les zones humides, les pesticides, moins de pesticides, c'est évidemment le triptyque de base. Euh, alors, en agrumes, on est en arbo, donc déjà, il y a des arbres, c'est déjà pas mal. Mais les haies, ça va jouer pour le vent et c'est aussi les haies en général des zones qu'on fauche beaucoup moins. Donc il y a un intérêt à avoir des zones non fauchées et des bandes fleuries permanentes sur les abords des vergers. Et c'est quand même un refuge pour la faune sauvage et je pense notamment à la grosse faune sauvage qui est aussi un intérêt sur nos parcelles. Les zones humides, ça peut être, nous, alors avec le groupe Mule, sur une de nos parcelles, on a implanté une toute petite mare qui fait, je sais pas, 80 mètres carrés peut-être, et en fait, l'impact sur la biodiversité de la parcelle est vraiment énorme. Donc, il faut vraiment pas hésiter à penser ça, à avoir une zone qui reste une zone humide, une mare, quelque chose comme ça. La diversité culturelle, je vous en ai déjà parlé, mais plus, enfin, derrière la diversité culturelle, il y a aussi la question de très bien choisir sa variété. C'est-à-dire qu'il faut trouver les variétés, les cultures qui sont adaptées à chez vous. Et donc, évidemment, avant tout, on parle du porte-greffe, avant tout. Mais trouver le bon porte-greffe qui convient chez vous et la bonne association avec la bonne variété. Si vous vous amusez à vouloir cultiver un, un limetier greffé sur Volcameriana dans le Tarn-et-Garonne, dans l'Argile, bon, bah, vous allez forcément galérer, vous allez forcément au bout d'un moment chercher à vouloir mettre des engrais liquides, vous battre contre les tonnes de ravageurs, etc. Donc, la clé d'une bonne d'une culture, elle se fait pour beaucoup à la plantation et pour pas mal à la bonne sélection du variétal, notamment du Portugal. L'adaptation variétale, c'est quelque chose qui est réfléchi donc beaucoup travaillé par les professionnels de tout poil, hein, notamment pour faire face au HLB, comme je le disais tout à l'heure, pour trouver les bons porte-greffes, pour trouver des résistances à certaines maladies. Donc ça dépend pas de nous directement. Ce qui dépend de nous directement, c'est nous servir auprès des personnes
qui respectent ce travail et qui le suivent donc, auprès des bons pépiniéristes spécialisés agricoles. Et donc là, je vous ai remis en gros ne pas faire circuler de matériel végétal parce que c'est vraiment mon petit cheval de bataille, sachant que quand on est passionné d'agrumes, on n'a qu'une envie, c'est s'envoyer des greffons et faire des collections parce qu'il y a des millions, des millions, des milliers de variétés intéressantes. Mais il faut essayer de se tenir là-dessus parce qu'il suffit vraiment de pas grand-chose pour mettre, pour le coup, et j'exagère pas en disant ça, un continent dans la galère, quoi. Donc non, quand on rentre de vacances, on ramène pas son petit greffon. Et, et ensuite, sur les filières, enfin sur tout ce qui est adaptation, et je voudrais réinsister encore sur ces nouvelles opportunités de filière agrumes qu'on peut avoir en France. Il y a maintenant les agrumes rustiques qui se développent de plus en plus, donc des agrumes qui sont résistants, voire très résistants au gel. Hein, enfin, le yuzu, on parle de moins 18 degrés, les kumquats de moins 15 degrés, etc. Donc c'est des agrumes qui peuvent être cultivés quasiment partout en France. Donc il y a vraiment une vraie réflexion à avoir là-dessus et de vraies opportunités pour développer ces filières, sachant que c'est une logique complètement différente d'être collectionneur que d'être producteur. Moi, je pense en tant que paysan, et en tant que paysan, il y a des variétés que je trouve absolument géniales, mais que j'aurais jamais idée d'implanter en quantité, soit parce qu'elles produisent pas assez, soit parce qu'elles sont trop aléatoires, soit parce qu'elles sont trop fragiles, soit parce qu'il n'y a pas les marchés, parce que c'est tellement bizarroïde que personne ne vous l'achètera. Donc ça, c'est des questions qu'il faut vraiment se poser aussi au démarrage. Est-ce que ouais, mon US 119, là, mon orangé qui a un goût de mangue et qu'on peut pas éplucher, et qu'on peut pas presser, qui est absolument succulent et qui fendit à la première pluie l'automne, est-ce que je vais vraiment mettre une centaine d'arbres dans ma future plantation? Bah, je le déconseille très fortement. Voilà. En revanche, il y en a peut-être que j'aime un peu moins, mais qui sont réguliers, qui assureront la pérennité de la ferme et ce qui vous permettra de vous mettre votre petit coin plantation dans votre jardin, votre petit coin collection dans votre jardin à part. Mais c'est deux réflexions très différentes pour moi. Et quand on parle agrumes rustiques, on parle beaucoup du variétal et de l'intérêt de chaque variété, mais il ne faut pas oublier que quand vous voulez être producteur, il faut avoir une logique économique qui est importante. Et donc, la super variété dont tout le monde parle, c'est peut-être pas la meilleure à implanter dans votre jardin. Je vous ai mis quelques ressources sur les agrumes. Je vous ai surtout mis des livres que j'appréciais. Bon, alors le premier, le mien, en fait, c'est plutôt axé sur la culture, donc les techniques au champ, voilà, comment on cultive des arbres. Ensuite, celui des Bachès, ça va être un livre plutôt sur le variétal. Celui d'Olivier Bigiot, l'agrume résistant au froid, c'est un livre sur le variétal, mais justement orienté à agrumes rustiques, qui est très bien fait de ce point de vue. Après, quand vous êtes amateur éclairé ou professionnel avec des solides compétences, il y a celui de l'INRA qui est un peu vieux, qui n'est pas très axé bio, mais qui est très pointu sur certains sujets, qui est vraiment passionnant. C'est les clémentiniers et autres petits agrumes. Et après, rien à voir avec l'agrumiculture, mais l'encyclopédie des plantes bioindicatrices de Gérard Dussert, ça me paraît être le livre de base pour essayer de comprendre son sol et voir les dynamiques qui se mettent en place tout au long de l'année sur votre sol. Et donc, pour pouvoir adapter au mieux vos techniques sur vos arbres. Après, il y a des groupes Facebook où il y a des choses intéressantes. Il y a pas mal d'émissions en ce moment. Vraiment, écoutez les émissions sur la HLB. Il y en a une qui est passée sur France Inter il n'y a pas longtemps. Là, on vous a mis le lien pour vous rendre compte de l'ampleur de ce qui potentiellement peut nous attendre. Et c'est pour ça qu'à travers ça, enfin, un jeune producteur, là, des jeunes producteurs qui s'installeraient aujourd'hui, je leur dirais d'avoir ça en tête aussi quand même dans les années qui viennent et parce que ça peut potentiellement devenir un vrai sujet. Donc, peut-être pas mettre tous ses œufs dans le même panier avec autour de la filière agrumes ou autour de certains agrumes. Voilà. Et quoi vous dire d'autre? Je sais pas, peut-être pendant les questions. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Jean-Noël, pour toutes ces informations. Je vous propose qu'on passe aux questions-réponses. Donc, il y en a pas mal qui ont été répondues en direct, notamment par Adrien. Donc, l'ensemble des questions et les réponses seront également jointes au replay. Il y a quelques questions encore où on n'a pas apporté de réponse. Peut-être juste pour rebondir sur les dernières choses dont tu as parlé, Jean-Noël.
Est-ce qu'il y a des listes de bons pépiniéristes ou est-ce qu'il y a des listes de pépiniéristes certifiés? Alors, pépiniériste certifié et bon pépiniériste, c'est pas la même chose. Pépiniériste certifié, c'est quelqu'un qui va fournir des plants qui sont certifiés, notamment dans le cadre des IGP. Donc ça, les seuls pépiniéristes agrumes certifiés qui existent en France sont en Corse. Le seul qui expédie sur le continent, c'est Galerie d'Agrumes, avec des variétés assez classiques, mais tout à fait bien, hein. C'est plutôt à la base, c'est plutôt des pépiniéristes professionnels. Après, les pépiniéristes agrumes que j'ai tendance à recommander, c'est Vessières en France, c'est Quissac en France, et en Italie, Tintori. Et en Espagne, je connais moins, mais je sais qu'il y a quelques bons producteurs. Ce qui me paraît très important, c'est sélectionner des producteurs qui ne travaillent que les agrumes et pas des revendeurs, c'est-à-dire des gens qui font et leur porte-greffe et leur greffe et qui ont leur parc de greffons et qui sont évidemment capables de vous dire quels sont leurs porte-greffes. Et quand vous implantez votre verger, d'abord on choisit soi-même dans son coin avec son livre, son analyse de sol et ses réflexions, le porte-greffe et la variété qu'on veut. Et après on cherche le pépiniériste qui est capable de fournir les plants selon ses recommandations. On ne prend pas ce qui vient. Et donc dans ce cadre-là, moi, suivant les porte-greffes que j'utilise, je vais et les variétés que je veux, je vais vers différents pépiniéristes. Et j'hésite pas à attendre 1 an ou 1 an et demi pour avoir les plants que je veux, parce qu'encore une fois qu'ils sont plantés, ils restent pendant 80 ans en terre et c'est une étape qu'on n'a pas le droit de négliger. Merci. Et du coup, pour rebondir un peu sur ça, il y a une question sur justement sur le choix des porte-greffes. Est-ce que tu as des éléments à partager concernant le choix des porte-greffes en fonction des types de sols ou des références peut-être? Dans mon livre, il y a tout un énorme paragraphe là-dessus, mais pour faire simple, les porte-greffes les plus répandus, avant, c'était bigaradier. Maintenant, on a tendance à l'abandonner parce qu'il y a un virus qui s'appelle la tristessa qui décime les vergers, notamment en Espagne. Donc, et le bigardier est sensible à la tristessa. Mais ça reste un très bon porte-greffe tolérant au calcaire, sur sol sec, un peu passe-partout, qui résiste pas mal à la sécheresse. Et aujourd'hui, les porte-greffes les plus répandus, c'est surtout le Poncirus trifoliata, mais qui est un porte-greffe qui n'aime pas trop le calcaire et qui a besoin de pas mal d'eau, en fait, et qui se comporte bien dans les sols argileux. Et il se comporte pas trop mal dans les sols peu profonds. Après, vous avez tous les hybrides du Poncirus. Alors là, il y en a vraiment beaucoup. On va en citer que deux. C'est le C35 qui lui aussi est résistant à la sécheresse, résistant au sol calcaire, donc très bonne alternative au bigaradier, euh, qui est un très bon porte-greffe sur sol calcaire et sol sec, mais qui n'aime pas trop les sols très argileux et qui est surtout pas très rustique, hein, alors que le Poncirus est très très rustique, lui. Et le FA5, alors le FA5, c'est un nouveau porte-greffe espagnol qui est encore un peu protégé par les Espagnols, qui semble cocher absolument toutes les cases du parfait porte-greffe avec une mise à fruit très précoce. Il résiste bien au sol sec, il résiste bien au sol humide, il a beaucoup de tolérance vis-à-vis de pas mal de maladies. Mise à fruit rapide, je ne sais pas si je vous l'ai dit. Et voilà, moi, les deux bémols que je mets sur le FA5, c'est qu'il n'y a pas un énorme recul aujourd'hui sur le FA5. Et l'autre, c'est qu'il est très souvent issu de boutures. Moi, je ne suis pas un grand fan des porte-greffes issus de boutures. Mais ça reste un très bon porte-greffe. Donc voilà, FA5, C35, Poncirus, c'est Bigaradier. Et bien sûr, le Volca Meriana. Excusez-moi, Volca Meriana. Donc ça, c'est vraiment, alors pas rustique du tout, c'est le porte-greffe historique des citronniers italien, et pas rustique du tout, mais qui se comporte extrêmement bien dans des sols très sableux, très secs. Euh, et qui a une pousse un peu décalée par rapport aux autres. Il a besoin de plus de chaleur aussi. Donc c'est intéressant dans des zones plutôt chaudes et sèches et sableuses. Mais il y en a plein d'autres, hein. Super, merci. Une question peut-être plutôt pour Adrien. Il y a pas mal de questions autour des besoins en azote. Donc, quels sont les besoins en azote pour les agrumes? Comment tu gères les apports d'azote en lien avec le BRF notamment? Alors, du coup, le BRF, c'est ce que je disais. Donc là, il y en a plus sur le verger depuis bientôt 10 ans. C'est parce qu'il y a eu des problèmes de fin d'azote, du coup, que les anciens
producteurs, agriculteurs du terrain ont arrêté. Et, et donc c'est pour ça qu'on fait composter en fait le BRF et qu'on mélange avec du fumier de cheval. Et donc ce qui fait que la fertilisation azotée, donc là cette année je l'ai géré juste donc avec des engrais en bouchon. Les recommandations de l'INRA sur peut-être on pourra mettre les références d'un livre de l'INRA qui donne pas mal d'informations là-dessus. Mais du coup, les recommandations, c'est 180 unités d'azote par an par hectare sur un verger adulte de plus de 10 ans. Voilà, il y a des spécificités. Enfin, bien sûr, c'est moins quand les arbres sont plus jeunes. Et donc, ce qui est très important, en fait, c'est d'accompagner en fait les pousses végétatives des agrumes qui se fait tout au long de l'année. Hein, on est sur un arbre enfin, qui est toujours en feuilles en fait, hein, donc, et qui a beaucoup de pousses végétatives, donc il faut l'accompagner. Donc, vu que les besoins sont assez importants, il faut fractionner les apports. Et donc moi, ce que j'ai fait cette année, mais ce qui est recommandé, c'est de 2 à 4 apports. Moi, j'ai fait 3 apports cette année, entre fin février, quand les arbres commencent à se réveiller pour stimuler un peu la vie microbienne dans le sol, jusqu'au mois de juin, fin mai, début juin. Et après, on peut mettre un dernier apport d'azote fin de l'été, au mois de septembre, pour accompagner les pousses d'automne. Voilà. Donc, ce qui est important, c'est de fractionner. Donc, j'ai donné les références dans les questions-réponses hein, sur notre engrais, sur celui qu'on utilise avec Jean-Noël. Voilà. Donc, c'est engrais organique azoté qu'il faut bien fractionner. Et donc, alors après, pareil, hein, sur les pratiques, nous, on avait tendance avec Jean-Noël, enfin, moi, j'ai eu tendance à une époque à moins donner de 180 unités d'azote. Bah, ça se voit, hein, clairement, les agrumes qui n'ont pas assez d'azote, ça se voit, et même au niveau de la production. Et on a des collègues qui peuvent même monter, enfin, je sais qu'en Corse, ils peuvent monter jusqu'à 200, 240 unités d'azote, quoi. Voilà. Et ça marche. Et après, bon, donc, faut gérer les attaques de pucerons, etc. Mais normalement, enfin, si c'est bien fractionné, ça peut se faire tout à fait. Super, merci beaucoup. Et du coup, on va prendre une dernière question sur les couverts permanents. Est-ce que vous avez des conseils pour une meilleure installation d'un couvert permanent? Quelles espèces, comment les implanter, sans travail du sol notamment? Je ne sais pas si l'un de vous a des éléments de réponse. Enfin, moi, tout ce que je peux dire, c'est que nous, personnellement, moi, je le fais pas. En fait, les arbres sont tellement proches les uns des autres, il y a pas de couvert permanent. En fait, nous, on laisse la flore spontanée et de temps en temps, on enlève des choses un peu particulières. Donc, nous, c'est pas mécanisé. Donc, moi, personnellement, j'ai aucune connaissance là-dessus. Et peut-être que Jean-Noël, lui, l'a fait un peu plus. Ouais, mais alors déjà la prairie, hein, ça reste un couvert. Donc au Ouais, ouais, bien minimum, sûr. on peut laisser les spontanés. Ce qu'il faut pas, c'est laisser le sol nu. Ensuite, mettre une couche de compost sur tout le sol, c'est aussi un couvert. Alors, on peut évidemment pas faire sur toute la surface de sa ferme, mais on peut très bien se dire, bah voilà, à l'aplomb de la frondaison des arbres, je fais un couvert de compost que je renouvelle régulièrement toute l'année ou sur le rang. Et après, sur une jeune plantation ou sur certains vergers, mais alors ça demande plus d'écartement entre les arbres en fait, hein, parce il faut quand même qu'il y ait la lumière qui puisse pénétrer. Ce que j'ai pu voir régulièrement, c'était un simple griffage en fait du sol hein, avec un outil type cultivateur par exemple, hein, si vous n'avez pas un semoir sous couvert. Donc juste un petit griffage de cultivateur, un semis à la volée tout simplement. Et ensuite vous laissez faire, vous faites ça avant une pluie et ça fonctionne très très bien. Il y a différents engrais verts qui sont possibles. Parce que ce qui est intéressant en général, c'est de nous en fait sur agrumes, on n'est pas contraint par une rotation particulière. On n'est pas obligé de faucher à une date particulière. On n'est pas obligé de faire tout ça. Donc ce qui est intéressant, c'est d'avoir plutôt un mélange long, un mélange arbo. C'est des choses qu'on trouve assez facilement. Avec bien sûr des fabacées pour capter l'azote atmosphérique, mais aussi des graminées pour faire un peu de biomasse et des crucifères pour plonger. Donc ça, des mélanges à 5 espèces au moins, c'est des choses qu'on trouve et qui fonctionnent bien. Donc semi-printemps ou en général, c'est soit semi-printemps, fauche automne, soit suivant les régions où on est, hein, soit semi-automne, fauche avant l'été, si vous êtes dans une région plus méridionale. Super.
Merci beaucoup à tous les deux. On va devoir s'arrêter là pour la réponse aux questions. Donc, on va prendre le temps de compiler tous vos commentaires, toutes les ressources, toutes les réponses aux questions qui seront associées du coup au replay de ce webinaire. Euh, on vous convie au prochain webinaire de notre cycle de webinaires OSAI qui aura lieu le 12 décembre. Donc, sur cette thématique toujours du changement climatique, sur la reconception d'un système pour faire face au changement climatique. Donc, avec le témoignage de l'EPL du Tarn. Et on aura également la quinzaine de l'agroécologie qui aura eu lieu début d'année prochaine sur la thématique du changement climatique. Et donc, le programme et les inscriptions seront à venir prochainement sur notre site internet. Je remercie encore Jean-Noël et Adrien pour leur apport de connaissances et leur réponse à toutes ces questions. Et je remercie également Annabelle et Laura qui étaient en backup. Merci à tous et bonne journée. Merci à vous. Bonne journée. Merci, bonne journée.